Mais effectivement, le fait d'avoir simultanément le chef du département, le chef de l'armée et le chef du renseignement qui démissionnent, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux qui s'est passé. Alors, ceci étant, il faut bien comprendre que notre défense, elle a, ces 30 dernières années, très fortement changé de visage. Et l'armée qu'on a aujourd'hui n'est pas celle que j'ai connue moi-même et dans laquelle j'ai été colonel EMG. C'est une armée qui a, comment dire, qui s'est un peu idéologisée quelque part, d'une certaine manière. Qui, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que les dirigeants de cette armée aujourd'hui aient vraiment compris la nature de ce qu'était notre défense, ce qu'était notre neutralité, ce qu'était le rôle de la Suisse en Europe, ce qu'était son rôle ou ce que pourrait être son rôle dans une défense européenne. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de réflexion là-dessus. Je sais qu'au début des années 2000, j'étais encore au département militaire à cette époque-là. Je travaillais à la doctrine de l'armée suisse, on a travaillé sur des questions d'intégration justement de la Suisse, pas d'intégration de la Suisse, c'est pas vrai, mais du rôle de la Suisse dans une situation conflictuelle en Europe. Et donc on avait creusé un certain nombre de réflexions, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait su, comment dire, prendre avantage de ces réflexions. Et il y a une forme de réflexion plus américanophile qui s'est créée et qui ne correspond pas nécessairement à notre mentalité, à l'esprit de notre armée et, j'allais dire même, du coup, à son efficacité. Beaucoup de gens ne connaissent pas, mais dans les années 80, il y a un journaliste américain qui est venu passer quelques semaines dans un bataillon d'infanterie de Suisse. Et il a été, en fait, si vous voulez, fait une immersion dans un... Et il a écrit un livre qui s'appelle Place de la Concorde suisse, qui relate en cours de répétition qu'il a vécu comme journaliste américain dans une compagnie d'infanterie de montagne. Et je conseille à tout le monde de lire ce livre. C'est un petit livre d'ailleurs, mais qui montre une armée suisse qui a un côté pittoresque d'un côté, mais qui a un côté extrêmement fort, robuste, ancré dans la société, solidement raciné dans la culture, dans l'esprit. On n'est pas dans le show, on n'est pas dans les crânes rasés, on n'est pas dans des bodybuilders avec des forces spéciales, des machins comme ça. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple, mais de beaucoup plus profond, de plus solide, de plus comme je l'ai dit, intégré dans la société. Et ça vaut la peine de lire ce truc parce qu'il donne une image. D'ailleurs, beaucoup ont considéré cet ouvrage, et je connais beaucoup j'avais des amis dans l'armée américaine qui ont lu cet ouvrage et qui ont dit vous avez une armée extraordinaire. Et c'est pourtant, c'était à l'époque, ça a été écrit dans les années 80, on n'avait pas une armée qui était aussi, comment dire, avec des équipements aussi modernes et tout. Mais il y avait ce côté populaire, ce côté presque une culture. Ça illustrait parfaitement ce que disait Machiavel au XVIe siècle, quand il disait la Suisse n'a pas d'armée, elle est une armée. Et ça, c'était très fort. Et donc, ça, on a perdu. Ça, on a perdu. On a voulu professionnaliser, on a une armée d'instructeurs qui a voulu se simplifier la vie en professionnalisant l'armée. On a perdu le contact on a de nouveau une armée qui, à mon avis, est distincte, toujours plus distincte de la population, et c'est navrant. Et on n'a pas su prendre le virage de la fin de la guerre froide. On s'est imaginé qu'on allait faire quelque chose qui allait se rapprocher de l'OTAN, etc. Mais on ne sait pas pourquoi.
On n'a pas su de nouveau quel était l'avantage de la neutralité. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse était neutre. Ça ne nous a pas empêché. Alors, on a raconté des tas de choses sur la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Mais ce qu'on n'a jamais dit, parce qu'on n'a jamais voulu le dire, et d'ailleurs, quand il y a eu les problèmes qu'on a eus dans les années 90, au milieu des années 90, on nous a reproché d'avoir l'or allemand, l'or des Juifs, enfin, c'était l'or de tout le monde sauf le nôtre, et d'avoir travaillé avec l'Allemagne nazie, etc. J'avais téléphoné, j'étais à New York à ce moment-là, et j'ai téléphoné au chef du service de renseignement à l'époque, et j'ai dit, mais faites un article sur le rôle des services secrets de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous verrez que la Suisse a joué un rôle considérablement plus grand que les 3 pots de peinture qu'elle a vendus à l'Allemagne. La Suisse, depuis Berne, l'OSS, l'ancêtre de la CIA, dirigeait les opérations de toute l'Europe, depuis Berne, avec l'aide des services secrets suisses. On a fourni des tonnes d'armes aux brigades Garibaldi au nord de l'Italie. On a fourni des milliers de tonnes de tracts pour l'US Air Force à la fin de la guerre pour distribuer au-dessus de l'Allemagne. Depuis la Suisse, c'était dirigé des réseaux de résistance en France, en Italie, en Allemagne. Les Suisses ont participé, ont été les artisans majeurs de la reddition des forces allemandes en Italie, etc., etc. Et c'est d'ailleurs grâce à ce travail-là que Allen Dulles, qui était pendant la guerre le chef de l'OSS en Europe, et donc basé à Berne, après la guerre, il a été un avocat de la neutralité suisse, parce qu'il a vu que cette neutralité, elle permettait aussi d'agir. Or, ça, c'est des choses que personne n'a racontées. Qui sait que la 2e division d'infanterie polonaise a été entraînée à conserver ses armes pendant la guerre alors qu'elle était internée, et que le général Guisan lui a autorisé de s'entraîner ici, lui avait autorisé même à avoir des contacts avec Londres, qu'elle avait régulièrement avec des postes radio, et que les combattants polonais formés en Suisse dans les places d'armes d'infanterie suisse étaient ensuite envoyés pour aller soutenir les réseaux de résistance en Haute-Savoie. Qui sait ça? Personne. Voyez? Et ça, on a pu le faire en utilisant notre neutralité. Il a fallu donner un petit peu d'un côté et donner de l'autre aussi. Et on a acheté des pots de peinture à l'Allemagne, on les a vendus aussi probablement. Peut-être ils ont stocké leur or, mais en échange, c'est nous qui avons été, enfin pas seulement nous, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont sacrifié leur vie pour ça, et les Russes en particulier d'ailleurs, mais on a été parmi ceux qui ont contribué à la victoire en Europe de manière décisive. Et si, en 1946, les Américains nous ont offert de donner une partie de l'or allemand, alors, on a eu la portion congrue, mais on en a quand même eu un peu, c'est parce qu'ils ont considéré qu'on avait joué un rôle majeur dans la guerre et que l'or allemand a été réparti évidemment entre les autres vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais une partie de cet or, les Américains l'ont accordé à la Suisse. Donc, notre neutralité, elle est très mal comprise par des gens qui l'ont absolument pas comprise. Même nos diplomates aujourd'hui, j'ai vu récemment une conférence, j'ai pas l'impression que les gens ont compris tout ça. On en voit une chose un peu, comment dire, comme nos géraniums aux fenêtres. C'est-à-dire une sorte d'élément culturel qu'on a, etc. Non, non. C'est un vrai instrument. C'est un vrai instrument. Et ça, c'est des choses qu'on a malheureusement, on a commencé à perdre. Et on voit dans tout le système de la politique de sécurité suisse, on a perdu l'esprit de ce qu'on avait. Et c'est peut-être en partie ça qui explique les déboires qu'on a d'une manière générale. Maintenant,
l'affaire, comme je dis, des démissions, il y a probablement des choses un peu plus graves derrière, mais je ne vais pas en dire plus. Alors moi, mon vœu, c'est qu'il y ait un poste de libre comme directeur du service de renseignement, Jacques Beau, et je pense que j'ai une bonne idée de qui devrait occuper ce poste personnellement. Il se Alors moi trouve pas, en face de moi moi. pas, moi pas, Si, si. moi pas. Le service de renseignement en Suisse, ça fait maintenant, depuis la fin de la guerre froide, il est en décrépitude. Il n'a jamais Justement, été, on peut remonter. oui, mais le problème, c'est que il a été peu corrompu quelque part. Depuis maintenant 35 ans, c'est un service qui n'a plus été dirigé, il n'a pas une seule fois été dirigé par quelqu'un qui était un analyste du renseignement. Pas un seul des dirigeants. Et ça a été une suite d'échecs. On ne parle même pas des affaires Bellasi et ces affaires-là. Mais tous les gens, et je connais tous les chefs qui ont participé de près ou de loin au renseignement, y compris ceux qui n'étaient pas chefs du renseignement, mais comme coordinateurs du renseignement, etc., qui étaient des postes un peu, comment dire, en marge des services de renseignement. Mais je les ai tous connus. Et aucun étaient des gens qui avaient l'habitude d'analyser une situation. Or, la Suisse, c'est pas un pays où les services secrets suisses sont pas c'est pas des services qui sont articulés autour de l'espionnage, comme d'autres pays qui ont grandi avec cette philosophie. Hein, surtout les pays des vainqueurs, la Grande-Bretagne, France, États-Unis, sont des pays qui ont grandi autour de l'action clandestine. Le service de renseignement suisse, il n'a pas cette culture-là. Il a une culture plus germanique, quelque part, plus analytique, plus noble, quelque part. Nachrichtendienst ist Herrendienst, hein, comme disait ce colonel allemand de la Première Guerre mondiale qui disait le service de renseignement est le service des seigneurs. Parce que c'est un travail essentiellement intellectuel, un travail où il faut comprendre. Le mot intelligence, d'ailleurs, vient du mot latin intellegere, comprendre. Et c'est là qu'est l'essence du renseignement, c'est la compréhension. Or, tous les gens qu'on a eus à la tête des services de renseignement sont des gens qui ont essayé de créer des réseaux. C'est des gens qui avaient une image cinématographique, romanesque du renseignement. Et ils se sont trompés systématiquement. Alors, on a des exemples qui sont devenus presque des pièces d'anthologie dans nos médias, mais je me rappelle de l'attentat du 11 mars 2004 à Madrid, où il était très très clair, et je l'avais expliqué d'ailleurs le soir même à la radio romande, d'expliquer pourquoi c'était un attentat d'origine islamiste, et j'ai expliqué tous les tenants et aboutissants. Mais non, au service de renseignement, le coordinateur du renseignement de l'époque a clairement dit que c'était un attentat de l'État basque, de l'État basque. Alors que c'était clairement pas le cas, et même si le gouvernement Aznar avait promu cette idée parce qu'il voulait utiliser ces attentats pour pouvoir intensifier la lutte contre l'État basque, ça n'a jamais été l'État basque ni de près ni de loin, et on le savait à l'époque. Et même les services de renseignement espagnols à l'époque avaient dit que c'était pas ça. Mais nos services de renseignement, eux, ont prétendu ça. Donc, et ça a été une suite de contre-informations, enfin, d'incapacité de comprendre ce qui se passait. Et puis, on a eu des cas, on a eu le cas de la Libye, on a eu évidemment le cas de l'Irak, etc., où nous aurions pu jouer des rôles nettement plus positifs, mais où on n'a pas réussi à le faire parce qu'on a davantage privilégié notre connexion avec les Américains que notre connaissance du terrain. Et par conséquent, eh bien, on s'est planté systématiquement. Et quand vous lisez d'ailleurs les rapports de sécurité qui sont publiés chaque année par le service de renseignement, et notamment vous regardez ceux qui ont été publiés depuis 2022, c'est-à-dire depuis le début de l'opération spéciale, vous apercevez que soit on vous dit quelque chose qui est vrai dans tous les cas,
C'est le genre de truc qui sert à rien parce que quelle que soit la manière dont vous le lisez, c'est toujours vrai. Soit alors c'est des trucs qui sont tellement anti-russes qu'aujourd'hui vous apercevez qu'on n'a pas réussi à comprendre et anticiper la situation. Et donc, on n'a pas du travail de renseignement, on a du travail de mauvais journalistes. Enfin, quand je dis mauvais journalistes, je devrais dire de journalistes parce qu'ils sont tous mauvais. Et donc, mais on n'a pas quelque chose qui permet d'appuyer des décisions politiques, des décisions de politique de sécurité, pour articuler une vraie stratégie concernant tel sujet, en l'occurrence la guerre en Ukraine. Et là, on a une vraie faiblesse qu'on a créée au fil des années et le chef du renseignement actuel, je le sais parce que on avait dû, quand j'ai travaillé aux affaires étrangères, j'étais conseiller militaire aux affaires étrangères, on a essayé de travailler sur une refonte des services de renseignement et puis il a essayé de s'immiscer dans ce... Enfin, il n'a pas essayé de s'immiscer, c'est pas vrai, il a contribué, mais on voit qu'il n'avait pas compris de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, depuis qu'il est en action, il y a eu pratiquement que des problèmes de personnel, les gens ne savent pas où ils vont, les gens ne savent pas comment c'est mal conduit, etc. Tout simplement, et ça vient simplement du fait que les gens ne savent pas ce qu'ils font. On est de nouveau dans le même problème qu'on a discuté tout à l'heure à propos de l'Europe. On a des gens qui prennent des décisions sans savoir exactement dans quel but, avec quelle finalité. Ils n'ont pas d'axe de réflexion, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vision sur leur propre activité. Et c'est là qu'est le vrai problème. Et après, on arrive aux situations qu'on a maintenant qui sont finalement parfaitement prévisibles, malheureusement, mais qui sont le résultat d'un pourrissement de la situation. Alors, aujourd'hui, d'abord, j'ai passé l'âge, c'est à d'autres de s'amuser à ça, et c'est bien plus rigolo d'être à l'extérieur et de montrer les erreurs qu'ils font. Donc, non, je ne serai pas chef du service de renseignement. De toute façon, je suis un poutiniste et poutinolâtre beaucoup trop avéré pour que on puisse même évoquer l'idée. Donc, mais rassurez-vous, je n'ai pas cette ambition. Et d'ailleurs, chaque chose a son temps, en son temps, et c'est à d'autres de le faire, c'est à d'autres à prendre le risque et à se casser les ongles. Et finalement, c'était prévisible. Il continuera à se casser les ongles. Le problème, c'est que je reconnais que j'ai une remarque un peu cynique, mais si un jour il y aura des problèmes, et ils sont en train de nous en créer, ça je peux vous le certifier, il y en aura. Et là, malheureusement, eh bien, on payera le prix, mais il faut peut-être passer par là. C'est pour ça qu'il y a une forme de, entre guillemets, Schadenfreude chez moi, parce que je me dis que finalement, il faut peut-être passer par ces zones de crise pour qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on veut faire et avoir les vraies bonnes personnes au moment, et non pas des gens qui sont en définitive des émanations de partis politiques, de copinage, parce que depuis 35 ans, c'est comme ça qu'on choisit les chefs des services de renseignement. Et je peux vous le dire en très grande connaissance de cause. C'est uniquement, on a les copains de machin, c'est vraiment, c'est la politique des copains comme chef des services de renseignement. Et c'est que ça s'est dégradé. Vous pouvez regarder un peu ce qui s'est écrit dans les médias depuis les années 90. On a sans arrêt été plus bas. On a fait que baisser. Voilà, mais bref, c'est comme ça.